Bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et nous sommes en compagnie de quelqu'un contre qui je suis passablement fâché. David Lambert, responsable des actions européennes chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Vous savez pourquoi je suis à ce point contrarié? Non, et j'avoue que je suis un peu nerveux. Vous savez que je comptais sur vous pour me recommander les meilleures pâtisseries à la viande au Royaume-Uni. Et voilà qu'en regardant CNBC, j'apprends les résultats financiers de Greggs, une de vos chaînes de boulangerie, et ces résultats sont assez mauvais en raison de la vague de chaleur qui touche le pays. Du coup, personne n'achète de pâtisserie, en particulier les rouleaux à la saucisse, qui ne sont de toute façon pas très bons pour la santé, ce qui explique mon apparence. Mais voilà où je veux en venir. Il se trouve que vous ne m'avez jamais parlé des rouleaux à la saucisse de Greggs. Et il me semble que vous auriez dû m'en parler il y a des années. Très déçu. Il y a une raison à cela, Dave, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi bons que ceux de Ginger Pig. Apparemment, leurs rouleaux végétariens sont très bons. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce qui est arrivé à Greg's, il y a eu une vague de chaleur estivale et les gens ont arrêté de manger des saucisses. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'un de nos titres, Unilever, détient la marque Walls. Walls a été fondé au 18e siècle et était à l'origine une entreprise de saucisses. Après 150 ans, ils ont réalisé qu'ils devaient licencier du personnel car les saucisses ne se vendaient pas en été. Ils ont alors eu l'idée de créer une glace pour compenser cette perte afin de ne pas avoir à licencier du personnel. Au début du 20e siècle, 1910, ils ont créé une entreprise de glace pour compléter leur activité de saucisses. Les saucisses Walls existent toujours, mais Walls, en tant que marque de crème glacée, appartient à Unilever, l'un des plus grands fabricants de crème glacée au monde. La crème glacée Walls est née de l'exemple que vous venez de donner. Greggs souffre de ses étés chauds. L'histoire se répète. Eh bien, vous avez dit qu'Unilever faisait partie de votre portefeuille. Je suppose que Greggs n'en fait pas partie. En effet, Greggs n'en fait pas partie, mais du point de vue du profil de rendement, Greggs semble en fait plutôt intéressante. Cela dit, il faut être conscient du point de vue de la valorisation, du caractère cyclique, du potentiel cyclique des activités. C'est pourquoi nous disposons d'une excellente équipe d'analystes qui examine ces aspects. Nous ne détenons pas cette société, mais il se trouve qu'au cours des 2 dernières semaines, nous en avons justement discuté au sein de l'équipe. Nous l'avons examinée car c'est en fait une entreprise plutôt intéressante. Si sa valorisation baisse et tient compte de cette cyclicité potentielle, elle pourrait alors figurer dans nos portefeuilles. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Bon, tout ça, ce sont des anecdotes amusantes, mais il y a toujours un rapport avec ce que nous détenons dans notre portefeuille et les idées potentielles pour l'avenir. Eh bien, pour vous rattraper, vous devriez m'inviter à visiter l'entreprise. Je goûterai quelques-uns de leurs produits et je pourrais faire partie de l'équipe d'analyse. Je suis plutôt doué pour ça. Un de nos collègues de l'équipe internationale m'avait envoyé une fois à une réunion d'analystes dans une entreprise de chocolat. C'était plutôt sympa. Oui, on appelle ça la recherche primaire. La recherche primaire, excellent. Ça, je peux le faire. Bon, c'était une bonne anecdote pour commencer. Mais la meilleure anecdote serait peut-être celle dont nous parlons depuis un certain temps, à savoir qu'à un moment donné, le monde va reconnaître la valeur des marchés européens. À un moment donné, l'Europe va commencer à afficher des performances équivalentes, voire, pourquoi pas, supérieures à celles des actions américaines. Et voilà, nous sommes en première moitié de 2025. Selon vous, quel a été le déclencheur et que se passe-t-il là-bas pour que ce marché soit si attractif pour les capitaux? Le principal facteur déclencheur que nous avons observé, et ce tout au long des 3 premiers mois de 2025, a été notamment ce qui s'est passé en Allemagne avec les dépenses d'infrastructures et budgétaires que le pays s'était engagé à réaliser, qu'il a continué à mettre en œuvre. En fait, il s'est même engagé à dépenser 27 milliards au second semestre de cette année. Les 500 milliards de dépenses d'infrastructures dont parlait l'Allemagne ont déjà été approuvés par le gouvernement et adoptés sous forme de loi. Nous pouvons le voir, nous pouvons presque le sentir. Je pense que c'était vraiment
important car l'Europe a toujours eu du mal à stimuler la croissance au niveau national. Aujourd'hui, si l'on pense aux dépenses de défense, aux dépenses d'infrastructure, aux mesures de relance que nous n'avons pas vues depuis longtemps, depuis des décennies, c'est en train de se concrétiser. Lorsque vous réfléchissez à la manière dont vous construisez vos modèles et que vous vous demandez ce que vous allez mettre dans le calcul de la croissance à venir, au lieu de 0 à 1%, vous pouvez peut-être mettre 1 à 2%, voire plus. Cette augmentation progressive est en fait très importante d'un point de vue de la valorisation, car les éléments qui croissent plus rapidement avec des rendements plus élevés devraient être valorisés davantage, mais aussi du point de vue de la croissance des bénéfices à venir. Vous avez donc un double avantage. Au cours du premier semestre, nous avons vu les bénéfices et les valorisations à partir d'un niveau très bas pour remonter légèrement sans toutefois atteindre le niveau des États-Unis, mais en fin de compte, la deuxième phase est en cours et si l'on examine les valorisations actuelles, elles se situent probablement à leur niveau médian des 20 dernières années. Bien sûr, ça s'explique par une période de faible croissance et de faible rendement. On pourrait dire qu'à long terme, elles sont peut-être artificiellement basses. En fait, on pourrait avoir une certaine convergence avec les États-Unis, mais en plus de cela, les perspectives de croissance réelle pour l'avenir semblent beaucoup plus optimistes, car dans le passé, nous avons beaucoup compté sur la croissance des bénéfices des entreprises européennes provenant des marchés internationaux, d'Amérique du Nord et des marchés émergents. Je le répète souvent, l'Europe représente 40% de l'exposition en termes de chiffre d'affaires, 30% pour les marchés émergents, 30% pour les États-Unis. Ces 40% de l'Europe n'ont pas été très performants. À présent, si nous regardons vers l'avenir, cette exposition de 40% à l'Europe pourrait l'être un peu plus qu'auparavant. Du point de vue des valorisations, cela pourrait se traduire par des valorisations plus élevées pour l'Europe, mais cela signifie en tout cas une croissance plus forte des bénéfices. Si nous bénéficions d'un double effet, à savoir des valorisations plus élevées et une croissance plus forte des bénéfices, cela pourrait signifier que l'Europe affiche de très bonnes performances. C'est en tout cas ce que nous avons observé au premier semestre avec une réévaluation. La croissance des bénéfices était par exemple comparable à celle des États-Unis. Mais vous voyez alors ce qui se passe si vous avez une catégorie d'actifs dont la valorisation est très faible et que vous commencez à la réévaluer très légèrement, vous constatez un énorme rattrapage en termes de performance et d'afflux de capitaux. Nous avons observé d'importants flux vers les actions européennes et les marchés internationaux au cours du premier semestre. Ce cercle vertueux est très fort. L'année a très bien commencé. Nous avons en fait évolué latéralement au début des 8 à 12 dernières semaines, mais nous avions parcouru un long chemin très rapidement. Parfois, il faut que le marché digère pour gagner en vitesse et en base, puis repartir à la hausse à partir d'un niveau de bénéfice plus bas ou d'un niveau de bénéfice plus bas avec des attentes revues à la baisse. Je dirais que les perspectives restent assez optimistes pour l'Europe et très différentes de ce que nous avons connu au cours des 20 dernières années. Quel serait l'indice de référence que vous utiliseriez pour évaluer le multiple des bénéfices? Et à combien se situerait-il en ce moment? Les États-Unis affichent un multiple d'environ 22 ou 23 fois les bénéfices. Où se situe l'Europe? En Europe, à l'approche de la fin de l'année, nous étions à 12 fois les bénéfices, mais nous sommes maintenant à environ 14 fois les bénéfices, ce qui représente une réévaluation, mais rien de comparable à 22 fois. Si vous pensez à une action comme quelque chose qui peut croître à un rythme raisonnable, avec des rendements élevés, 14 fois est un multiple assez faible. Ce multiple de 14 fois est donc conforme à ce que nous avons observé au cours des 20 dernières années, mais on pourrait faire valoir qu'au cours de cette période, l'Europe a traversé des crises bancaires, une crise migratoire et bien d'autres événements. Peut-être sommes-nous simplement en train de sortir de cette période avec un secteur bancaire plus solide, un profil de croissance plus élevé, de nouvelles mesures de relance budgétaire. On pourrait donc soutenir que cette réévaluation pourrait se poursuivre. Nous sommes donc revenus à des niveaux normaux, mais toujours loin derrière les États-Unis en termes relatifs. Oui, et c'est justement une excellente leçon pour tous ceux qui écoutent cette émission. Nous avons reçu David à plusieurs reprises au fil des années. Nous le rencontrons généralement une fois par trimestre. Nous avons longuement discuté de la sous-performance de l'Europe, mais aussi de cette question de valorisation. David nous dit en substance, nous avons une croissance de bénéfices similaire, nous avons le potentiel pour des dépenses budgétaires, alors qu'aux États-Unis, la dette est difficile à gérer et les niveaux d'endettement sont très élevés. Alors pourquoi paierais-je 23 $ pour $1 de bénéfice
alors que je peux acheter quelque chose à 14 fois? Et vous commencez à vous dire que si l'écart est tel, si la croissance et le potentiel aux États-Unis sont tellement plus élevés, alors oui, peut-être que je paierai plus cher, mais tout à coup, vous assistez à ce revirement et ce multiple de 14 ou 12 au début de l'année, et cela devient vraiment intéressant. Alors pourquoi y payer plus cher alors que je peux obtenir quelque chose de très intéressant à ce prix-là? Exactement, il ne s'agit pas de transférer ces 22 fois vers l'Europe. Mais cela montre bien, comme nous l'avons toujours dit, l'intérêt de la diversification dans une catégorie d'actifs qui évolue différemment. Il existe des corrélations, mais les mouvements sont différents au sein du marché. À des valorisations plus basses que l'on observe à certains moments du cycle, et nous pensons qu'il y aura davantage d'opportunités dans ce cycle compte tenu de ce que nous avons dit à propos des mesures de relance budgétaire. C'est intéressant de détenir ces actifs pour se diversifier, pour se protéger contre les replis, les valorisations élevées de certaines parties du marché, etc. Pour nous, c'est un élément très important de la composition globale de nos catégories d'actifs et de nos zones géographiques. David, comme vous le savez, nous nous adressons principalement aux investisseurs canadiens à cette émission. Outre la performance du marché, nous avons également constaté une appréciation de l'euro par rapport au dollar canadien d'environ 10% au cours des 12 derniers mois. Cela vient s'ajouter à votre rendement. Vous envoyez votre argent à David, qui l'investit en euros ou en livres sterling, car la livre sterling a connu une évolution similaire. Et puis, si l'envie vous prend de vendre, Dieu sait pourquoi, vous vendez vos placements et vous ramenez l'argent au Canada, vous achetez des dollars canadiens moins chers, ce qui vous donne un petit coup de pouce supplémentaire sur votre rendement. Tout à fait. Le PDG actuel, Dan Mitchell, de l'équipe de Dagmara, est ici cette semaine et nous avons discuté cette semaine de la couverture des risques de change et de l'évolution des devises. L'équipe cherchée des devises peut en parler mieux que moi, mais parlons du dollar américain plus faible, à plus long terme. En tant que catégorie d'actifs, l'Europe est un bon exemple de vigueur économique, mais aussi sur le plan des devises. Il est donc évident qu'en tant que gestionnaire de portefeuille, vous devez examiner l'exposition des exportateurs aux devises plus fortes et l'impact de cette exposition sur les bénéfices. Mais cela fait partie de notre travail. Ont-ils mis en place des mesures de couverture? Compensent-ils les coûts par les revenus? Mais cela fait partie intégrante du risque inhérent à notre activité. Tout cela est vrai, mais il ne fait aucun doute que la vigueur des devises que nous n'avons pas connues depuis longtemps, notamment l'euro, la livre sterling et le franc suisse, est un facteur important. Le franc suisse est extrêmement fort. La Suisse représente une part importante de l'Europe. Oui, ce que l'on observe généralement, du moins pour les investisseurs canadiens, c'est que lorsque le dollar américain s'affaiblit, le dollar canadien se raffermit, certes, mais il demeure plus étroitement lié au dollar américain. Si l'on regarde d'autres devises, comme l'euro, la livre sterling ou le franc suisse, elles ont tendance à s'apprécier un peu plus par rapport au dollar canadien. La devise entre en jeu. Alors, à long terme, les devises sont presque un jeu à somme nulle, mais à court terme, elles peuvent avoir un impact significatif sur les rendements que vous obtenez lorsque vous investissez à l'extérieur du Canada en tant qu'investisseur canadien. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut souligner avec nos produits, c'est lorsque nous les examinons du point de vue de l'indice de référence, l'exposition au risque de change est couverte par rapport à l'indice de référence. Par exemple, si nous sous-pondérons la Suisse, nous sous-pondérons les actions suisses, mais nous ne sous-pondérons pas le franc suisse. Donc, nous ne prenons pas position sur la devise. Très important de préciser que vous ne prenez pas ces expositions. Tout est basé sur l'indice de référence. Très bien, David, parlons de l'Europe et des droits de douane. Les droits de douane ont refait surface cette semaine. En fait, ils ont été présents chaque semaine, mais il semble s'être un peu accéléré cette semaine avec l'envoi de lettres et l'imposition de droits supplémentaires sur le cuivre et d'autres produits. Comment les marchés européens ont-ils réagi aux différents niveaux d'inquiétude ou à l'intensité variable des craintes liées aux droits de douane depuis l'investiture de Trump? Où en sommes-nous aujourd'hui avec les droits de douane?
Je pense que la volatilité observée sur les marchés s'est atténuée. Les marchés sont devenus beaucoup plus résistants au bruit. Aujourd'hui même, une lettre a été envoyée au Brésil hier soir et tout ce qui a lien avec le Brésil est donc un peu plus instable aujourd'hui. Mais en fin de compte, cela rend très difficile pour les entreprises de planifier leurs dépenses d'investissement et leurs activités futures. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est l'essentiel pour planifier leurs activités aux États-Unis. Cependant, comme je l'ai dit, le marché est devenu plus résilient. Je considère que cela se traduit par une légère augmentation de la prime de risque, car il existe un certain degré d'incertitude qui va persister, c'est certain, au cours des 18 prochains mois. Qu'il s'agisse de paroles en l'air ou d'une réalité qui va se concrétiser, peu de choses se sont produites pour l'instant. Si l'on ramène cela aux entreprises elles-mêmes et à leur impact réel, il est en fait assez faible en termes d'exposition des revenus du point de vue des actions européennes, pour ce qui est des produits fabriqués aux États-Unis et vendus à l'étranger. Bon nombre des entreprises mondiales dans lesquelles nous investissons ont déjà leur production aux États-Unis, ce qui représente une part très faible. On peut citer les secteurs de luxe, les spiritueux par exemple, qui sont fabriqués à l'étranger puis importés. Mais en fin de compte, lorsque l'on examine l'impact réel des droits de douane, il est assez minime. L'impact réel se fait sentir sur la prime de risque qui affecte l'ensemble de la planète et à tous les marchés actions mondiaux. Mais comme je l'ai dit, la volatilité liée à ces gros titres s'est considérablement atténuée au cours des 6 derniers mois environ. Oui, et il n'est pas surprenant que les marchés s'y habituent lorsque vous discutez avec des entreprises, et nous avons évoqué le fait que vous vous rendez sur le terrain pour mener vos recherches primaires, en plus de toutes les analyses techniques, fondamentales et autres que vous effectuez. Constatez-vous des différences dans la manière dont les équipes de direction gèrent cette incertitude liée aux droits de douane? Cela vous incite-t-il à examiner de plus près certaines de ces entreprises qui vous impressionnent par leur façon d'aborder la question? Oui, bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, ces entreprises mondiales ont la capacité d'allouer leurs capitaux là où elles ont plus de certitude, là où elles obtiennent des rendements élevés, où elles voient des opportunités de croissance. En fait, beaucoup d'entreprises européennes qui constituent sans doute l'un des marchés les plus exposés au niveau mondial en termes de chiffre d'affaires ont cette capacité. Elles peuvent en fait contourner le problème. Je pense que c'est un réel avantage. Je m'attendais à ce que des nombreuses entreprises, au vu des derniers résultats, reviennent sur leurs prévisions et invoquent l'incertitude pour justifier leur manque de clarté quant à leurs perspectives. En réalité, cela n'a pas été le cas, ce qui est positif, car cela signifie que les entreprises restent très confiantes quant à leur vision de la situation et à l'évolution de leurs prévisions en matière de revenus, de coûts, etc. Il y a plusieurs raisons à cela. J'ai été agréablement surpris par la résilience des entreprises. Deuxièmement, les entreprises dans lesquelles nous investissons ont généralement la capacité de transférer leurs capitaux si la situation se détériore. Mais au cours des 12 derniers mois environ, en raison de ce que nous avons observé en Europe, nous avons réorienté nos portefeuilles. Nous avons toujours beaucoup d'excellentes entreprises mondiales, mais notre exposition à certaines entreprises plus nationales a légèrement augmenté. Pensez aux services publics, aux banques, dont nous avons déjà parlé, et aux télécommunications, qui sont généralement des entreprises purement nationales. Notre exposition à ces secteurs a augmenté par rapport à ce qu'elle était au cours des 10 voire 15 dernières années. David, quels sont les secteurs qui ont été à l'avant-garde en Europe? Lorsque vous vous penchez sur le second semestre, cette tendance se poursuit-elle? Tout est-il en place pour maintenir cette position de leader? Ou commençons-nous à observer quelques changements? Oui, c'est une bonne question. Je pense que les bases sont en place pour que les banques et les entreprises de défense continuent à jouer un rôle de premier plan. C'est ce qui a dominé le premier semestre. La défense, pour des raisons évidentes, il y a toutefois une différence. La défense a été réévaluée de manière assez considérable, mais les perspectives de croissance ou le profil pour l'avenir sont plus certains. La demande est clairement plus forte. C'est en fait un secteur intéressant. Je pense qu'il restera en tête, mais pas autant qu'il l'a été jusqu'à présent. Nous avons assisté à la majeure partie de la réévaluation.
À l'heure actuelle, nous sommes bien positionnés dans l'aérospatiale et la défense, j'en suis très satisfait. Le secteur bancaire est l'autre secteur qui a été en tête et nous en parlons depuis longtemps dans ces échanges. C'est ce qui se passe actuellement dans le secteur bancaire est vraiment intéressant. Les banques ont vendu leur bilan à des valorisations faibles, ont été soumises à des réglementations strictes, ont obtenu de très bons résultats, ont commencé à redistribuer des liquidités à leurs actionnaires et ont enregistré de très bonnes performances, ce qui leur a permis de prendre la tête. Cette semaine, elles ont atteint leur plus haut niveau relatif depuis 9 ans en Europe. Exceptionnel. Mais je disais lors d'une réunion interne en début de semaine que les statistiques les plus récentes montrent que la croissance des prêts en Europe, qui était nulle ou négative depuis la crise financière, s'est établie à 2% en glissement annuel lors de la dernière lecture.